Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Vincent Boyer, j'ai de multiples activités, donc je suis consultant indépendant chez Bifurcation Eco, donc je fais notamment de l'audit énergétique et du courtage en énergie auprès des professionnels, et également je fais de l'accompagnement auprès des entreprises, associations, quelle que soit la structure, l'accompagnement, la compréhension des enjeux, quels qu'ils soient, que ce soit climatiques, énergétiques, autres, sociétaux, et l'accompagnement sur comment s'adapter aux changements qui sont en cours ou qui sont à venir. Et j'interviens ce soir chez Océan Bleu au titre notamment de mes passions, qui sont l'énergie, l'agriculture, le changement climatique, voilà, qui sont intimement liés. Donc l'énergie, parce que déjà c'est un petit peu mon métier, et puis je suis membre d'une association qui s'appelle les Shifters, donc je ne sais pas si certains connaissent, c'est national, mais donc on a des groupes locaux, et donc on a un groupe à Toulouse, et on s'est donné pour mission, entre guillemets, de déjà s'informer, se former nous-mêmes, et puis essayer d'informer le grand public et puis les décideurs, que ce soit politiques et économiques, sur les problématiques d'énergie, de changement climatique et d'adaptation, et comment aussi on pourrait quelles solutions on pourrait adopter pour décarboner l'économie, puisqu'on a quand même un petit problème de transition écologique ou de croissance verte qui n'a jamais commencé. Mais ça, c'est un autre débat. Et d'autre part, donc, je fais partie d'un mouvement citoyen national qui s'appelle Terre de Liens, dont je suis administrateur pour la région Occitanie. Et donc, Terre de Liens s'est donné trois missions principales. Donc la première, c'est de préserver les terres agricoles et leur caractère nourricier. La seconde, c'est de lutter contre l'artificialisation des terres et contre la spéculation foncière. Et la dernière, c'est de promouvoir ou d'accompagner une agriculture durable, paysanne, et surtout qui soit pourvoyeuse d'emplois localement. Voilà. Donc, et tout ça dans un esprit coopératif et citoyen. Donc concrètement, on achète des fermes et puis on installe des porteurs de projets en agriculture biologique. Voilà. Et on essaie de les accompagner ensuite. Voilà. Donc ça peut être des projets individuels, ça peut être des projets collectifs. Le thème de ce soir, c'est l'agriculture urbaine. Donc l'agriculture urbaine, la définition, elle paraît assez claire, hein. C'est une agriculture qui est faite dans le milieu urbain ou périurbain. Alors, si on prend l'exemple de Toulouse Métropole, hein, donc 750 000, 800 000 habitants à peu près, est-ce que quelqu'un a une idée de, en théorie, ce que les terres agricoles qui restent sur la métropole seraient capables de nourrir comme habitants? Admettons qu'elles soient cultivées pour répondre aux besoins physiologiques, nutritionnels de quelqu'un, ce qui ne sera jamais le cas, hein, mais voilà, en fonction de la surface qui reste disponible, combien on pourrait nourrir d'habitants sur les 800 000? Il y a eu 7% là. 10%. Ok. Alors c'est à peu près 20 000 personnes. Alors après, hein, ça peut être 15 000, 25 000, mais voilà. Donc on est sur du 2,5%. Voilà. Alors quand on parle d'agriculture urbaine, donc voilà, c'est un premier ordre de grandeur. Voilà, hein, ça veça veut dire que c'est très important, mais l'agriculture urbaine est très importante, je vais en parler, mais il faut savoir d'où on part, voilà, et que ça ne sera pas suffisant, mais ce n'est pas le but non plus. Parce que l'agriculture urbaine, elle a beaucoup d'intérêts. Donc le premier, c'est de créer des emplois localement, hein, voire de recréer des emplois, des espaces de biodiversité, de recréer des espaces de nature, de se reconnecter à la nature. Et Dieu sait qu'en ville, on a besoin de se reconnecter à la nature. Voilà. Et c'est aussi des espaces où on va pouvoir se rencontrer. Donc nous, moi je suis chez Terre de Liens, donc Terre de Liens, on a des terres et on essaie de cultiver les liens aussi. Donc c'est des espaces aussi d'information, de formation et d'éducation, et notamment pour les jeunes générations. Et on sait bien que la transformation, elle passera plus facilement par les jeunes générations et les enfants. Voilà.
Alors maintenant, comme j'aime bien les questions et puis l'interactivité, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un aurait une autre définition de l'agriculture urbaine à proposer? Alors c'est marrant, moi j'aurais pas réduit aux terres qui restent, parce que justement, je suis pas la seule, je pense, ici à cultiver en hors-sol et justement sur un gain d'espace. Donc pour moi c'est l'adaptation plutôt des moyens de production à un milieu urbain. Et c'est pas seulement cultiver des terres qui sont en milieu urbain. Voilà, c'est un peu ma définition. D'accord, bon, c'est une définition qui est tout à fait acceptable, évidemment. Je sais qu'il y a du débat. Bon, disons qu'elle va dans le sens, je veux dire, bon, moi elle me vient, elle n'est pas de moi, hein, elle me vient d'un anthropologue de la nature qui est très intéressant, qui s'appelle Damien Deville, et qui dit, en fait, l'agriculture urbaine, c'est toute agriculture qui nourrit les urbains. Voilà, donc ça rentre là-dedans, mais on voit que ça élargit beaucoup le spectre hein, en termes d'espace, en termes d'activité, etc. Ça m'arrange bien parce que ça me permet d'introduire quelques notions de contexte sur l'agriculture qui vont me permettre de voir des aspects économiques et sociologiques. Alors aujourd'hui, là j'attaque fort avec... on va essayer de chercher, on va pas tout expliquer, mais au niveau mondial, en fait, vous voyez, vous avez la surface de la Terre, donc il y a 71% d'océan, 3% de glace à la surface et 1% d'eau douce. Voilà. Et donc il y a 25% de la surface de la Terre qui est constituée de terre. Voilà. Et sur ces 25%, il y en a 37% qui sont des terres agricoles. Ça veut dire que à la surface de la Terre, il y a 9-10% de la surface qui est cultivée. Et là-dedans, dans ces 37%, il y a énormément qui est consacré au pâturage et donc au fourrage et donc aux animaux. On a vu mondialement quelques éléments de contexte sur la France. Donc d'abord le foncier agricole. Donc vous savez que les terres disparaissent. Hein, vous avez ici la surface agricole utile qui nous reste, voilà, et celle qu'on a perdue depuis 40 ans. Voilà. Donc ça représente 28 millions d'hectares aujourd'hui. On perd 44 000 hectares en moyenne par an. Le dernier rapport de l'agriculture qui est décennal, donc à noter qu'on avait perdu 100 000 fermes en 10 ans. Donc c'est quand même... c'est moins qu'avant, mais comme il y en a de moins en moins, l'effort est moins dur, si je veux dire. Et juste sur ces 28 millions d'hectares, un truc à noter, c'est qu'il y a 12 millions qui sont directement dédiés à l'exportation. Voilà. Donc quand on parle de relocalisation, etc., voilà, on va y revenir. Le deuxième point, c'est le prix des terres agricoles. C'est très variable. Hein. 6 000 €, c'est le prix d'un hectare en France en moyenne. Bon, si vous voulez acheter un hectare de vigne en Champagne, c'est plutôt 1 million ou 1,5 million d'euros aujourd'hui. Mais 6 080 €, c'est quand même quelque chose qui représente, qui est en augmentation constante. Alors, un hectare, pour mémoire, c'est 10 000 mètres carrés. Donc si vous faites 6 000 divisé par 10 000, en fait, c'est 1 mètre carré de terrain agricole, c'est 60 centimes. Donc c'est pas très cher. Mais donc par rapport à, si vous voulez, sur 12 métropoles, un terrain constructible qui sera à 100, 200, 300, 400 € le mètre carré, vous voyez, 60 centimes, 300, 400 €. Mais on comprend déjà la problématique de disponibilité des terres et pourquoi on va les transformer et pourquoi on va les artificialiser. Hein, pourquoi on va faire des habitations, pourquoi on va faire des zones industrielles, pourquoi on va faire des zones artisanales. Alors, à Toulouse, je parle de Toulouse Métropole, on sait très bien que c'est une métropole qui est active et qui attire des gens, etc. Mais ailleurs en France, vous avez des déserts, vous avez des villes qui perdent des habitants. Mais les villes qui perdent des habitants continuent pourtant à construire de nouveaux quartiers pavillonnaires, de nouvelles zones industrielles. Voilà. Il y a d'autres problématiques. Alors 6 000 €, donc ok, 60 centimes le truc. Mais si vous achetez, si vous voulez vous installer et acheter 50 hectares, mine de rien, c'est déjà 300 000 € rien que pour acheter le foncier. Voilà. Bon, puis à plus les bâtiments, parce qu'il faut habiter, il faut loger, il faut, etc.
plus les machines, c'est un investissement de dingue. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est dans le type d'acquéreurs aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui sont acquéreurs de terres agricoles et qui ne sont pas issus du monde agricole. Voilà. Donc concrètement, ce sont des sociétés ou des investisseurs. Voilà. Et ces gens-là, ils n'achètent pas 3 hectares, ils achètent des grandes surfaces et ils ne vont pas s'installer pour faire de l'agriculture paysanne. Enfin, je ne veux pas faire de faux procès, mais en général. Vous savez, nous, chez Terre de Liens, quand vous êtes un porteur de projet, voilà, vous sortez de l'école, vous êtes, voilà, et vous voulez vous installer. Donc vous n'avez pas d'argent, vous connaissez personne, okay. Donc vous dites, oui, bon, je voudrais m'installer, mais comment je fais pour trouver des terres? Donc effectivement, il y a la SAFER, les chambres d'agriculture. Alors, je suis enregistré, mais il y a une chose que j'ai pas dit, ça me vient maintenant. Tout ce que je dis aujourd'hui ici par rapport aux associations Terre de Liens et Shifter dont j'ai parlé, toutes mes paroles n'engagent que moi et moi seul. Hein. C'est pas du tout je suis pas du tout le porte-parole des associations. Donc qu'est-ce que je voulais dire? C'est que c'est comme toute structure, construction, société humaine, quand vous connaissez les gens et quand vous avez les moyens, c'est beaucoup plus facile d'acquérir, et en l'occurrence des terres, que quelqu'un qui n'a ni moyens ni connaissances. Voilà. Et c'est là notamment où nous, Terre de Liens, on a des moyens parce qu'on a recueilli de l'épargne solidaire. Et aujourd'hui, on est reconnu par la SAFER notamment, moins les chambres d'agriculture, mais par la SAFER notamment, qui nous permet de nous positionner et d'acheter les terres pour installer les gens derrière. Voilà. Donc j'en ai déjà parlé, hein, on est quand même passé en 1955 de 2,28 millions d'exploitations agricoles à 410 000. Hein, donc effectivement, et puis concomitamment, même si les terres agricoles disparaissent, la surface moyenne a augmenté. On est passé de 15 à 63 hectares. Donc ça a des répercussions évidemment sur l'emploi, on comprend bien, mais quand la surface moyenne augmente, le taux d'employés à l'hectare diminue. Hein, voilà. Quelqu'un qui a 50 hectares et qui va acheter 10 hectares de plus, il ne va pas employer quelqu'un en plus à 20%. Voilà. Et donc ça a des répercussions derrière, c'est que si vous avez plus de travail à faire, mais que vous n'avez pas d'aide supplémentaire, l'aide, il va falloir la trouver ailleurs. Donc c'est dans la mécanique, c'est dans la chimie, c'est-à-dire que vous allez utiliser, je ne vais pas faire de procès d'intention, mais plus facilement du glyphosate par exemple, vous allez acheter un tracteur plus puissant, etc. etc. Alors les installations de transmission, donc des choses qui sont intéressantes, donc c'est que, sans être la preuve plus ou moins, aujourd'hui un renouveau, ou du moins il y a un buzz sur le renouveau des gens qui veulent retourner à la terre et qui veulent s'installer, mais il y en a pas mal aujourd'hui qui ont 40 ans et qui passent un BPRA. Moi j'ai mon voisin qui a fait ça, quoi. Il s'est installé sur 2 hectares de maraîchage. Mais finalement, on avait chuté tellement qu'on est très loin de ce qu'il faudrait. Et aujourd'hui, le taux de remplacement entre les départs à la retraite et puis les nouveaux installés n'est que de 64%. Hein. Et donc vous l'avez aussi entendu, hein, c'est-à-dire que d'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. Hein, donc il y en a déjà un quart qui ont plus de 60 ans. Ça veut dire que 7 millions d'hectares dans les 10 ans qui viennent vont changer de propriétaire. Et comme le nombre de nouveaux arrivants ne va pas remplacer ceux qui partent, eh bien on va avoir 2/3 des surfaces à peu près aujourd'hui libérées qui vont servir à l'agrandissement. Donc l'agrandissement, ça ne va pas dans le bon sens pour la biodiversité en général, ça ne va pas dans le bon sens pour le local, voilà. Et ça ne va pas dans le bon sens pour la résilience. Alors du coup, j'ai envie de poser une autre question. Ce n'est pas des questions pièges, hein, mais est-ce que, par exemple, vous savez sur la production française de céréales, combien atterrit directement dans nos assiettes? Alors j'ai 25% au fond de la salle. J'ai entendu un 10% tout... Voilà.
Est-ce qu'on a mieux, plus, moins? Moins. Voilà. Ah, vous êtes pas mal, hein, vous êtes pas mal. Donc sur la production française de céréales, alors, bon, c'est en moyenne, parce qu'il y a des années ça doit un petit peu fluctuer, il y a 50% qui part à l'exportation, d'emblée. Ensuite vous avez 30% qui part à l'alimentation animale. Bien. Parce qu'il faut savoir que pour faire une calorie animale, il faut entre 3 et 10 calories végétales. Et après, il reste 20%, donc il y a 10% pour l'alimentation humaine. Voilà. Et puis après, il y a 10% pour les biocarburants. Voilà. Donc c'est quand même assez symptomatique, c'est-à-dire que non seulement on perd des terres agricoles, mais c'est pas parce qu'on a un champ de blé à côté de chez nous qu'on va a priori avoir du pain. Hein. Parce que le blé, en général, il part à la coopérative. La coopérative, il va partir sur le marché mondial, il va changer X fois de propriétaire. Puis un jour, il arrivera peut-être dans une usine de pâtes en Italie et peut-être il reviendra dans votre magasin, votre futur magasin pas local, non pas celui-là, ça m'étonnerait. Mais voilà, peut-être que vous le retrouvez à Intermarché, il reviendra en France, mais pas directement, quoi. Non. Au-delà de ce constat, donc agriculture et alimentation, alors je parle agriculture et alimentation, c'est quand même deux choses qui sont très liées. Alors, souvent quand je parle de l'un, je parle de l'autre. Hein, voilà. Aujourd'hui, ils doivent faire face à des contraintes comme le changement climatique, comme la chute de la biodiversité. Pardon. Et ce qui est passionnant avec l'agriculture, c'est qu'en fait, c'est à la fois une cause du changement climatique, c'est une victime, et on espère quand même que ce sera une partie de la solution. Alors, une cause du changement climatique, est-ce que vous savez en France quelle est la part de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre? 20%. Et là, je dis agriculture. Alors là, je vais être très précis. 2%. Ouais. 2%, c'est plutôt le chiffre d'affaires de l'agriculture, à peu près. Le pourcentage du PIB, c'est 2-3%. C'est 14%. C'est 14%. Et vous savez quelle est la particularité des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture? Méthane. Oui, une demi-bonne réponse. Voilà. Et une demi-bonne réponse en plus. Voilà. Donc en fait, on parle tous de CO2, voilà, parce que on génère beaucoup de CO2 et on parle en fait en général d'équivalent CO2 parce qu'il y a d'autres gaz à effet de serre. Et la particularité de l'agriculture, alors j'ai des beaux chiffres, mais Camembert j'aime bien, il est du Québec, mais alors, je remercie Terre de Liens pour toutes les l'infographie que je leur ai piquée. Voilà. Et voilà, les sources des gaz à effet de serre, donc c'était Québec 2006, mais grosso modo c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout le CO2 dans l'agriculture, c'est d'abord le méthane, voilà, donc qui vient de la mastication des ruminants et qui vient du lisier, et après il y a le protoxyde d'azote, voilà. Et le protoxyde d'azote, c'est notamment tout l'azote qui est mis dans les engrais qu'on pulvérise et qu'on met sur les champs, et bon, il y a une partie qui va dans le sol, mais il y a une partie qui s'évapore. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ce sont des gaz qui sont beaucoup plus puissants que le CO2. Alors, ils restent moins longtemps, quelques centaines d'années, mais moins longtemps. Mais ils sont beaucoup plus puissants que le CO2, et ça explique qu'en fait, le CO2, dans la part des gaz à effet de serre à l'agriculture, est peu présent. Voilà. Alors, il est peu présent, mais du coup, ça n'empêche que ça masque le fait que notre agriculture, elle est complètement dépendante du pétrole, hein, parce que sans pétrole, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de moissonneuse-batteuse, etc. Je rappelle juste un ordre de grandeur, c'est que, alors ça dépend de la puissance du tracteur, mais en équivalent humain à un tracteur, c'est entre 400 et 600 hommes. D'accord ? Voilà. Esclave, ouais, le fameux esclave énergétique de Jean Covici. Voilà. Donc l'agriculture est dépendante du pétrole, l'agriculture est dépendante des pesticides, des fongicides, des insecticides. Voilà. Et vous savez qu'on a une petite crise énergétique, là, les prix du pétrole, du gaz, de l'électricité sont envolés.
Donc le gaz s'est envolé, voilà. Et quelle est la répercussion sur l'agriculture? Les engrais, merci. Voilà. En fait, les engrais le process de fabrication des engrais demande un mode de chauffe à très très haute température qui se fait par le gaz. Donc les engrais depuis 6 mois ont augmenté de 60%. Okay. Donc en fait, on n'en entend pas parler aujourd'hui, et c'est pas aujourd'hui un problème parce que personne n'a besoin d'engrais en France au mois de janvier, d'accord? Mais si ça reste là dans 2, 3, 4 mois, vous inquiétez pas qu'on va entendre parler. Voilà. Et ça nous ramène, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais pour autre chose, mais sur le problème de la pertinence de notre modèle agricole. Voilà. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand les agriculteurs diront on ne peut pas s'en sortir parce que le prix des trucs, on fait quoi? Le prix du pétrole augmente, le prix des engrais augmente. Effectivement, je vous ai dit 14% les émissions de gaz à effet de serre, c'est juste sur la production agricole. Maintenant, voilà, je vous mets une petite infographie alors, qui elle, est par contre, est tout à fait toute récente, de Carbone 4, donc, qui est le cabinet à l'origine de Shift Project, etc. Et là, on voit que sur notre empreinte individuelle de Français, où on est à 10 tonnes CO2 par an, en fait, je mange, c'est 23,5%. Donc on est passé de 14 à 23,5 déjà. Et là-dedans, en fait, ok, je mange. Si je mets une petite part de la voiture que je prends pour aller au supermarché ou ailleurs pour acheter à manger, si je prends une petite part dans le poste de construction parce qu'il a fallu faire des routes, un parking sur l'Intermarché, je dis Intermarché, j'ai rien contre eux, c'est de chez moi. Voilà. Si je prends une petite part de l'électricité dans le magasin, dans les centres logistiques et à la maison qu'il me faut pour le frigo et puis le congélateur. Si je fais mes courses par internet pour le drive et donc j'ai une petite partie en électronique, etc., etc. Et donc si j'agglomère tout ça, qui sont dédiés à l'alimentation, en fait, j'arrive à une part d'alimentation qui est de l'ordre de 30%, un petit tiers. C'est-à-dire que notre alimentation représente un petit tiers de nos gaz à effet de serre en France. Donc c'est quelque chose d'assez important, voilà, qui est quand même préoccupant. Alors, on est à Toulouse, donc par exemple l'aviation, c'est 4%. Donc 30%, 4%. Donc on peut se dire, c'est plutôt dans l'alimentation qu'on peut aller chercher des réserves d'économie. Voilà. Après, moi je ne me prononcerai pas à Toulouse, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux me passer de l'avion? Je ne sais pas. Mais après, est-ce que je peux me passer de manger? Je crois que je sais. Voilà. Et après, quand on a vu que sur les céréales, il y a 10% des céréales qui servent à faire des agrocarburants, par exemple, si demain l'aviation se dit, tiens, en plus de planter des arbres, je vais voler avec des agrocarburants, bon, s'ils doublent leur part d'agrocarburants, s'ils prennent les 10% qui vont directement dans notre assiette, peut-être que c'est un problème aussi. Voilà. Donc les choses sont très complexes. Hein. Pour rentrer un peu dans le détail, alors je remercie Bon Pote, qui est un super site, un gars qui fait vraiment des infographies géniales sur toutes ces problématiques-là. Voici des exemples d'émissions de gaz à effet de serre par kilo de produits alimentaires. Là c'est pareil, ça donne bien des ordres de grandeur. Alors c'est par type de produit et dedans par process. Voilà. Donc par exemple, 1 kg de bœuf, c'est 60 kg de CO2. Okay. Alors que 1 kg de poids, c'est 900 grammes. Donc, on a dit qu'on parlerait des solutions tout à l'heure pour réduire les gaz à effet de serre. Bon, on a déjà des ébauches de solutions. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les étapes qui sont importantes là-dedans. Dans la viande rouge, par exemple, la première étape, c'est le changement d'usage des sols. Voilà. Donc typiquement, quand en Amérique du Sud, au Brésil ou machin, on va déforester la forêt amazonienne pour pouvoir avoir plus d'espace pour faire des grands troupeaux, et ça, c'est clair que c'est pas bon du tout, du tout, du tout.
Quand on va déforester pour planter du soja, pour après l'exporter et nourrir nos animaux ici en France ou en Europe, c'est pas bon du tout. Voilà. Et donc ça, en tant que consommateur, évidemment, dans nos choix, on a des leviers là-dessus. Et en tant que producteur ou etc., 1 kilo de viande de bœuf produit en France, c'est pas la même chose qu'1 kilo de viande de bœuf qui est produit en Amérique du Sud. Par les pratiques. Parce que concrètement, si on prend le transport, par exemple, ça a en fait très peu d'importance. Je dirais malheureusement, mais en fait, voilà, les émissions liées au transport en agriculture sont vraiment pas significatives, sauf sur, effectivement, si vous avez des agrumes, vous faites venir les ananas en avion, effectivement, là, le transport, ça va être très important. Mais le plus important, c'est plutôt de végétaliser, on en parlera tout à l'heure, peut-être son alimentation. L'histoire de transport n'est pas importante, mais c'est plus important sur l'histoire de la résilience et de l'autonomie au final. L'agriculture, elle est victime des gaz à effet de serre. Elle en est la cause, elle en est une grosse partie de la cause, mais elle en est victime parce que le changement climatique, qui est beaucoup un réchauffement, mais pas que, on comprend bien que quand il fait 50 degrés, là, comme on a eu en Sicile ou je ne sais plus dans le pays, à 50 degrés, les plantes, elles crèvent. Et quand elles crèvent, une plante, elle ne repousse pas, c'est fini. Mais il y a surtout un autre problème dans le changement climatique, c'est la recrudescence, l'augmentation en fait des épisodes extrêmes. Voilà. Donc que ce soit les inondations, que ce soit les sécheresses, que ce soit l'érosion des sols, les incendies, etc. C'est des choses aujourd'hui qui sont très problématiques donc pour la production. On a eu là l'an dernier dans le Tarn-et-Garonne toute la production fruitière, là, je ne sais pas si vous avez suivi, au mois d'avril-mai il y a eu des gelées et donc les producteurs avaient allumé des bras zéro pour combattre le gel et puis comme ça durait, il n'y avait plus de bras zéro nulle part, donc ils ont fait brûler du foin avec du gasoil. Pendant 3 jours, il n'y avait plus de. Enfin, les gens ne voyaient pas à 3 mètres sur la route. Donc c'était un scandale. Pardon ? C'était le temps qu'il y avait des problèmes de pollution. Ouais. Oui, il y a Tarn et Tarn-et-Garonne. Oui, c'était Gaillac aussi, oui. Ouais. Merci de me corriger, je peux me dire des bêtises parfois. Donc évidemment, c'était un scandale sanitaire, environnemental total. Et puis bon, comment on va s'adapter à ça? Mais le problème, c'était pas qu'il gèle au mois de mai, hein, c'est toujours arrivé, enfin toujours, de notre vivant, c'est toujours arrivé. Le problème, c'est qu'en février, il fait 20 degrés. Voilà, et que les plantes ont bourgeonné, et que voilà, elles devraient pas quand il gèle, quand le gel arrive. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment des problématiques parce que derrière la problématique agricole, alimentaire, il y a des impacts et des impacts sociaux. Voilà. Et petit tableau sur les principaux risques climatiques qui sont sur la disponibilité en eau, sur les sécheresses, l'érosion des sols qui est quelque chose de dramatique avec l'agriculture intensive, voilà, la hausse du niveau de la mer, etc., etc. Donc ça, c'est par les régions d'Europe. La disponibilité en eau, par exemple, on estime qu'au niveau mondial, il y a 20% des terres qui sont irriguées. Et ces 20% de terres irriguées représentent 40% de la production. Donc moins il y aura d'eau disponible, ça va coûter très cher proportionnellement en termes de production. Voilà. Et il n'y aura pas forcément moins d'eau disponible parce qu'en fait on est dans un système qui est fermé entre les sols, la mer, l'atmosphère. Mais par contre la répartition elle va être différente. Voilà. Et il y aura plus d'épisodes comme on voit maintenant tous les ans, des inondations qui sont dues à des orages exceptionnels, etc. etc. Et donc avec des terres aujourd'hui qui sur ces épisodes climatiques extrêmes vont perdre leur matière organique quand il leur en reste.
voilà, et qui ne vont pas pouvoir retenir l'eau quand elle tombe. Voilà. Quand vous avez 2 mois de précipitations qui tombent en un jour, c'est pas la même chose que quand vous avez 2 mois qui tombent avec une petite pluie fine qui va s'infiltrer dans le sol, etc. J'ai une question par Oui. rapport aux inondations, par exemple. Est-ce qu'on sait en combien de temps les sols qui ont été inondés, par exemple de ces crues qui durent, elles peuvent de nouveau produire? Est-ce qu'elles sont condamnées, ces terres? Non, alors une terre n'est jamais condamnée. Non, condamnées. Voilà. Est-ce qu'elle met beaucoup de temps à Alors, pouvoir produire de nouveau? malheureusement, alors je ne suis pas agronome, hein, donc je peux dire des bêtises et j'en dis. Et puis même les agronomes, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'apprends tous les jours et que des fois j'apprends des choses, encore la semaine dernière, sur les champs de maïs qui peuvent générer leur propre pluie. Donc voilà, quelqu'un qui se posait la question, mais un agronome de l'INRAE, qui se disait que finalement, peut-être qu'arroser un champ de maïs en août, c'est pas si idiot que ce qu'on pense. Mais voilà, c'est une hypothèse. Donc on apprend tous les jours. Sur les sols aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a des sols qui sont très appauvris. Voilà, qui ont déjà connu une érosion et la matière organique, la plupart du temps, a disparu. Quand il a plu, là, il y a une semaine ou deux sur Toulouse, vous voyez que la Garonne, elle déborde, mais elle déborde, elle est marron. Voilà. Pourquoi elle est marron? Parce qu'elle charrie toute la terre. Voilà. Et ça, c'est pas normal. D'accord? Si on avait toujours des terres qui soient vivantes, si on avait un sol qui était vivant, avec des micro-organismes, avec des vers de terre, avec de la végétation pour les nourrir, l'eau s'infiltrerait beaucoup mieux, hein, parce que les vers de terre, ils font des galeries par exemple, donc l'eau elle s'infiltrerait beaucoup mieux, elle serait beaucoup mieux retenue. Voilà. Si on avait un couvert végétal tout le temps et pas des terrains nus ou des terres labourées, ce qui est une hérésie d'un point de vue... bon bref, je vais pas aller trop loin, mais donc c'est une problématique aussi de façon dont on cultive aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour répondre? Donc après, voilà, une fois que l'eau est pas... Ça a été complètement lessivé aussi. Oui, ça a été lessivé, mais en général, c'était déjà lessivé avant, quoi. Parce que quelque chose qui est inondé où il y a un couvert végétal, c'est pas grave, le couvert végétal, il a protégé un peu le sous-sol. Voilà. Voilà. Mais c'est très peu aujourd'hui, c'est quand même loin d'être la majorité. On est dans un système mondialisé où tout est disponible tout le temps, ou du moins on croyait. Hein. Et la problématique, c'est qu'en fait la consommation est complètement décorrélée géographiquement de la production, ou la production est décorrélée de la consommation. Donc on dépend des agriculteurs, mais on dépend aussi de tous les transformateurs entre l'agriculteur, entre la fourche et la fourchette. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez prendre la rocade et quitter Toulouse et trouver un beau champ de blé à Quinte-Fonce-Grive ou Blagnac ou je sais pas où, que demain ce champ de blé il va devenir du pain dans votre boulangerie. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en général ça part à l'exportation, etc. Mais de la même manière qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, je ne sais pas si vous connaissez un abattoir près de chez vous, une minoterie pour transformer en farine, une légumerie. Alors, on refait tout ça. Mais ce n'est pas seulement la problématique d'avoir de moins en moins d'agriculteurs et d'avoir de la production, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on fait de nos produits entre le blé avant qu'il devienne du pain. C'est tout un système qui est à reconstruire. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, économiquement, ça a beaucoup de sens quand même. Ça va relocaliser, ça va nous permettre de recréer évidemment des emplois. Parce qu'on en a besoin. Donc j'étais sur les risques climatiques et j'avais commencé à en parler, c'était les impacts sociaux en fait. Quand on voit les impacts physiques, hein, donc la hausse des températures, les perturbations, etc., les élévations au niveau des eaux, etc., l'effondrement des écosystèmes, ça va avoir des conséquences sociétales. Donc les pénuries d'eau vont jouer sur la baisse des rendements agricoles, la baisse des rendements agricoles va jouer sur les migrations de population, et les migrations de population vont entraîner des instabilités politiques, sociales, financières, etc. Quand on parle de pétrole par exemple,
L'idée demain, c'est peut-être faire des plus petites exploitations avec des tracteurs plus petits, comme arrêter de faire des SUV et continuer à avoir des voitures, mais plutôt dire 2 chevaux que Tesla. Mais voilà, si demain on doit avoir, et on aura des problématiques de disponibilité de pétrole, comme de gaz, etc., donc de prix de pétrole, qu'est-ce qu'on fait de celui dont on dispose? Voilà. Est-ce qu'on le met dans des avions pour des touristes, y a pas que... ou des avions vides, ou est-ce qu'on le met dans des tracteurs pour les champs? Voilà. Il y a des choses là-dedans. Pour répondre à monsieur aussi, chez Terre de Liens, aujourd'hui on a quelques fermiers qui sont paysans boulangers. Voilà. Donc ils plantent leurs céréales, qui cultivent leurs céréales, qui font leur pain, donc ils transforment eux-mêmes. Voilà, moi à côté de chez moi dans le Lauragais, j'ai une ferme bio qui fait pas du pain mais qui fait des légumineuses, qui fait des pois chiches, qui fait de la farine de pois chiches, qui fait la farine de sarrasin, etc. Voilà, bon, ils ont leur petit atelier de transformation. Voilà. C'est l'histoire de la mondialisation en fait, comme la baguette à 29 centimes chez Leclerc. Aujourd'hui le système, c'est vous avez l'agriculteur, les agriculteurs qui sont pas forcément la profession la moins individualiste en fait, on va dire. Donc en amont, vous avez l'agro-business, c'est-à-dire vous avez les fabricants de tracteurs. Alors, il y en a 4 ou 5 dans le monde, hein, donc les John Deere, etc. Vous avez les fabricants de pesticides, hein, vous avez Bayer, Monsanto, voilà, donc c'est des firmes à des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça c'est en amont et c'est les fournisseurs des agriculteurs. Je peux vous dire que le rapport il est complètement disproportionné. Hein. Et demain vous aurez les GAFAM, parce qu'aujourd'hui on parle de la numérisation entreprise, on va dire. Il y aura les tracteurs intelligents, autonomes, il y aura la numérisation, il y aura des capteurs partout dans les champs qui vous expliqueront quand est-ce qu'il faut passer le truc et à quel millimètre pour en mettre soi-disant moins. En fait, l'intrant que vous pourriez économiser, vous mettrez l'argent dans les données que vous vendront les GAFAM en plus, donc ça fera un esclave de plus. Je ne veux pas dire que la numérisation n'a pas des bons côtés, parce qu'on l'a vu dans le Covid, ça a permis de monter des commerces intéressants. Mais voilà, et en amont, c'est qui les clients? C'est la grande distribution, hein. Voilà, c'est les Leclerc, etc., les gens qui maîtrisent 80% du marché de l'alimentation en France. Voilà. Donc vous êtes écartelés entre ces deux mondes monstrueux qui demandent, et qui entre eux, voilà, les industriels c'est pareil, voilà, les usines, on rationalise, on fait plus grand, on fait plus loin, etc. Et donc de fil en aiguille, on supprime des petits intermédiaires. De savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Alors, parce que la baisse du coût socialement, la baisse du coût de l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui a permis de développer d'autres industries. Voilà. Et surtout dans les 10 ou les 20% de l'alimentation, combien revient aux producteurs? Voilà. Et là, la part, elle est de 20% à peu près du prix que vous payez, parce qu'il faut payer les intermédiaires, les industriels, etc. Mais en fait, sur 100 € que vous dépensez aujourd'hui dans votre budget, il y a 5 € ou 2 €, je sais plus, 2 € je crois, qui vient à un producteur, un agriculteur ou autre. Donc c'est infinitésimal. Mais ça veut dire que si ces 20% là, c'est-à-dire qu'il y a 80%, voilà, où on pourrait recréer des choses en supprimant des intermédiaires, et on pourrait mieux rémunérer tout le monde avec moins d'intermédiaires. Et juste, je finis par rapport à ce que vous disiez, aujourd'hui les projets alimentaires territoriaux qui se développent prennent beaucoup en compte ces recréations d'intermédiaires, et voilà. De toute façon, ce système, et voilà, toutes les lois qu'il y a eu pour mieux rémunérer les agriculteurs, ça n'a jamais été, voilà. Quand il y a eu, c'était avant Egalim, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais où ils avaient le gouvernement, enfin la loi promettait une meilleure rémunération des agriculteurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait, grande surface? Ils ont dit,
Nous, on veut récupérer une partie de ce que le gouvernement va vous redonner. Donc voilà, et qu'est-ce que vous voulez faire si vous êtes un petit producteur, vous n'avez aucun poids par rapport à eux. Et surtout, votre production, elle est périssable. Donc si vous ne la vendez pas aujourd'hui, c'est foutu. Voilà.